Même chose pour la titration. Donc, en termes de titration, vous avez on pousse les drogues chez nos patients, c'est ce que l'on fait dans nos cliniques d'insuffisance cardiaque, mais regardez ici, plus de titration. L'autre agent qui était préconisé pour moduler le BNP, c'était de pousser les bêta-bloqueurs. Vous le savez c'est peut-être dichotomique des fois lorsqu'on pousse le BNP. Puis l'antagoniste d'aldostérone, 5 de la dose, 22 de la dose, on a poussé plus les médicaments. Donc, ce que ça l'a donné, parce qu'on faisait des BNP chez tout le monde, ceux-ci mais il était fermé dans le bras usuel puis ouvert dans le bras BNP. Mais essentiellement, à la ligne de base, vous étiez à 2118 puis 1300 au follow-up. Le patient s'est amélioré, soit parce qu'il y a une défervescence du syndrome, soit bien entendu par le fait que vous avez bien ajusté les médicaments. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez votre bras de soins standard, à la ligne de base, à la randomisation 1900 au follow-up 1800? Pas de différence significative, donc le patient est resté stable. Chez l'autre groupe, vous étiez à 2400, un peu plus malade, mais c'est sûr que cet intervalle-là est relativement reproductible. Vous êtes passé à 1100. Donc, par design, vous vouliez atteindre en bas de 1000, puis on semble avoir atteint ça chez presque tout le monde. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça diminue le nombre d'événements. Donc, vous voyez, chez le traitement standard, il y a eu 100 événements. Chez le bras guidé par BNP, 58, avec un P qui était significatif. Donc, qu'est-ce qu'on a évité chez ces patients-là? Surtout les événements de détérioration d'insuffisance cardiaque ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Est-ce qu'il y a des risques? Pas plus de syndrome coronarien aigu, pas vraiment plus d'arythmie de façon significative, et puis pas plus de décès cardiovasculaires. Donc, ce que ça donne en termes de Kaplan-Meier, les event-free survival avec une valeur de P qui est significative. Mais je vous rappelle ici, c'est un low number. C'est une étude intéressante. Elle a fait, je vous rappelle, le Late Breaking Clinical Trial. Donc, puis vous vous souvenez, il y avait des inquiétudes lorsqu'on poussait les médicaments par le BNP chez les patients plus âgés, ce que j'avais présenté l'année passée. Mais vous le voyez ici chez les patients de moins de 75 ans et les patients de plus de 75 ans, il n'y a certainement pas d'interférence dans cette étude-là. Il y a peut-être même une magnitude augmentée en termes du bénéfice chez les patients plus âgés. Bien entendu, il y a peut-être des prix à payer. Hein, vous le voyez, on pousse les drogues, en particulier les diurétiques. Donc, en termes d'insuffisance rénale aiguë, pas de différence significative, étourdissement, hypo ou hyperkaliémie. Ce qui était borderline significatif, c'est l'hypotension, puis pas vraiment les syncopes. Bref, il faut quand même leur faire attention, mais il y a quand même un tout petit risque. Bon, puis ce que les gens de Protex vous disent, par exemple, faites attention parce que c'est une étude de petits nombres. C'est super intéressant. Est-ce que ça se rajoute? Ce que je vous présenterai, par exemple, ce qu'ils ont dit, par exemple, c'est qu'il faudrait que ce soit dupliqué dans une cohorte plus grande. Donc, avant d'adopter cette stratégie-là dans votre centre, rappelez qu'il y a des études de cohorte. Celle que j'ai eu bien de la misère à trouver, c'est celle-là. Elle a été présentée, elle n'est pas publiée encore, puis il y a peu de choses disponibles, mais c'est une étude danoise sur 1120 patients, pas 150, 1120 patients. Vous allez voir le design qui est extrêmement intéressant. Il va y avoir plusieurs groupes, mais essentiellement, il va y avoir deux groupes. Le groupe suivi par vous autres, les cliniques d'insuffisance cardiaque, parce qu'on fait tous un très bon travail. Cette fois-ci, on va se comparer aux médecins de famille. Donc, les patients sont randomisés sur une insuffisance cardiaque, puis on va voir qui fait le meilleur travail. C'est inquiétant, vous allez voir. Le résultat est un peu inquiétant. Mais regardez bien ça, vos médecins sont ici. Puis comme je vous disais, il y a deux groupes de patients. Le groupe à faible risque, c'est ceux qui ont un BNP inférieur à 1000. Le groupe à haut risque, c'est ceux qui ont un BNP supérieur à 1000. Bref, on les a dichotomisés. On a dit dichotomisé pour les GP, dichotomisé pour les cliniques d'insuffisance cardiaque. Puis il y a un cinquième groupe, on s'est dit, on va mettre le BNP puis voir jusqu'à quel point ça va aider le groupe d'insuffisance cardiaque. C'est curieux, ils ne l'ont pas mis pour les généralistes. Mais essentiellement, il y a beaucoup de chiffres dans tout ça, là, mais essentiellement, ça, c'est le nombre d'événements, le décès, puis le composite, puis regardez les chiffres. Donc, ce qui est inquiétant ici, c'est qu'il ne semble pas y avoir d'amélioration guidée par le BNP. Il ne semble pas avoir d'amélioration avec le suivi en clinique d'insuffisance cardiaque. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est de plus en plus, on voit ça. Si vous regardez les chiffres de notre clinique d'insuffisance cardiaque dans les 5 dernières années, le taux d'événement est en augmentation. On a beaucoup plus de difficultés à stabiliser les patients. Pourquoi? À cause de l'âge et de la comorbidité. On a plus de misère à les prendre. Fait que bien comprendre, quand vous vous comparez, là, si vous dites, parce que dans notre région, c'est ce qui a été proposé, on voulait comparer la survie puis subventionner la clinique d'insuffisance cardiaque pour ces résultats, ce que je vous dirais, il faudrait faire attention, parce que ce n'est pas si clair que ça. Mais donc, bref, je ne vous dis pas que ce que l'on fait n'est pas bon, mais faire attention à ce que l'on fait. Puis je pense que l'aide du BNP ou du NT-proBNP dans nos cliniques, je ne pense pas qu'on ait la réponse définitive. Bon, je pense qu'on doit présenter ici, c'est l'étude
de Stitch, mais le bras chirurgical pur, celle qu'on attendait. Je vous rappelle, on avait présenté le bras de reconstruction ventriculaire l'année dernière. Cette fois-ci, l'étude qu'on attendait, devrait-on ponter un insuffisance cardiaque ischémique? La réponse dans la tête, c'est oui, parce que c'est ça qu'on nous a présenté. Je vous rappelle que dans Stitch, on a exclu les troncs communs et les anatomies chirurgicales de type équivalent du tronc commun. Donc, ce n'est pas tous les patients qui ont été choisis. On a éliminé les troncs communs, mais essentiellement, ce que l'on veut faire, c'est d'éviter la mortalité et les événements cardiovasculaires. Donc, on a pris des patients avec dysfonction ventriculaire gauche, moins de 35 au moins 3 mois, dans les derniers 3 mois de leur étude. Tous ces patients-là étaient amenables à la chirurgie. Donc, vous étiez un candidat chirurgical, vous n'aviez pas de tronc commun. Vous rencontriez le chirurgien qui vous disait « oui, vous êtes pontable, mais on va vous randomiser si vous le voulez dans une étude ». Donc, ceux qui étaient éligibles au traitement médical, comme je vous le disais, il devait y avoir une absence de sténose du tronc commun de 50 puis absence d'une angine sévère. Bref, si vous étiez angineux symptomatique sévère malgré le traitement médical, on ne vous condamnera pas à rester symptomatique pendant 3, 4, 5 ans. Donc, ça prend un patient qui est stable avec une angine de 2 et moins, et puis une absence de sténose du tronc commun ou d'un équivalent du tronc commun. Donc, 1200 patients, impressionnants pour une étude chirurgicale en termes de nombre. Donc, randomisé au traitement médical, 602, randomisé au traitement par pontage, 610. Suivez bien la présentation parce que c'est complexe, puis c'est l'interprétation qu'on va en faire. Donc, 99 sites dans 22 pays de 2002 à 2007. Peu de pénétrance de femmes, c'est caractéristique d'une étude chirurgicale. Beaucoup de saveurs d'infarctus, beaucoup de saveurs d'insuffisance cardiaque, beaucoup de saveurs de manipulation antérieure. Donc, on s'attend de les voir, c'est des multivaisseaux. Sténose proximale de la descendante antérieure chez près de 75 des patients. C'est des patients qui avaient une bonne indication chirurgicale. Les patients qui étaient bien traités selon les standards, 90 on est correct de ce côté-là. Donc, les patients, on leur proposait d'aller en chirurgie. Ce n'est pas tous les patients qui ont été pontés, donc 91 des patients. Vous voyez que 9 des patients qui n'ont pas eu. Le temps des pontages moyen, c'est 10, c'était relativement précoce. Puis les chirurgies qui ont été faites électivement, la plupart des patients, c'est ambulatoire. La plupart des patients ont au moins un pontage, j'espère oui, artériel et veineux. Le nombre de patients qui ont eu plus de 2 greffons, donc multivaisseaux, on ne s'étonne pas, c'est 88 Les séjours à l'hôpital sont relativement courts, à 9 jours post-opératoires. Donc, la mortalité de toute cause, telle que randomisée dans le traitement médical, on la voit ici. Ce que les investigateurs nous rappellent, je vous rappelle qu'un patient traité selon nos standards à 5 ans, la mortalité est à 40 Ces patients-là ont encore une mortalité qui est relativement importante. On parle ici de cardiopathie ischémique. Regardez le bras chirurgical, il y a une diminution, mais une diminution qui n'est pas significative. Donc, théoriquement, l'étude Stitch devrait être interprétée comme une étude négative. Pourquoi elle a fait encore tellement de bruit? C'est que ça dépend de ce que vous regardez. Donc, vous pouvez ajuster pour les facteurs de base. Vous le savez, il y a des formules pour ça. C'est des formules qui sont controversées. Quel modèle vous utilisez pour le faire? Mais si vous ajustez une étude qu'on pourrait peut-être interpréter comme positive, ça dépend de votre religion sur la correction. Donc, mortalité de cause spécifique cardiovasculaire. Cette fois-ci, une valeur de P qui est juste sur le nez à 0,05 avec une valeur ajustée qui est significative. Aïe, 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 aïe. Décès et hospitalisation, à ce moment-là, une valeur de P qui est significative, donc peut-être en faveur de la chirurgie, surtout après les premiers 6 mois. Vous le savez, c'est quoi les problèmes des études chirurgicales? Vous avez des problèmes périopératoires, que ce soit des complications ou encore plus la mortalité. Vous voyez qu'il semble avoir une dichotomie, plus d'événements dans le bras chirurgical dans le premier 30 jours. Ça, c'est caractéristique, ça inclut la mortalité et les complications périopératoires. Puis par la suite, peut-être un bénéfice, c'est d'ailleurs pour ça que l'étude Stitch va être suivie. Pour les patients en Stitch chirurgicaux vont être suivis pour à peu près 10 ans. Peut-être que la dichotomie va se faire. Je pense que je vais vous passer celle-là. Ça, c'est les 2 interprétations par la suite. Je vous rappelle que ce n'est pas tous les patients qui ont été pontés. Il y a des patients chez qui on n'a pas les pontés, puis il y a des patients chez qui ont été randomisés au traitement médical, puis ça allait tellement mal qu'ils ont été transférés au bras chirurgical. Si vous prenez ça, donc les patients qui ont vraiment été pontés, à ce moment-là, l'étude est positive. Mais je vous rappelle, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. C'est la randomisation qui fait foi de tout, c'est pas après ça. Donc, si vous corrigez les patients qui ont vraiment reçu la chirurgie, là, il y a un bénéfice. Puis par protocole aussi. Bref, 3 analyses différentes de la même donnée qui vous donnent une donnée positive peut-être en ajustement, une donnée positive si on prend par protocole ou telle que reçue par le patient. Bref,
une grosse controverse. Et c'est pour ça que présentement, vous voyez depuis ce temps-là des patients qui vous disent que le pontage, il est absolument nécessaire, puis d'autres groupes qui vous disent que le pontage, il est électif. Puis ça fait, Dieu sait, beaucoup de discussions. On le gardera si Richard me laisse 24 secondes pour finir. C'est pas rouge encore. C'est fini. Tu vois? Alors, on est juste à temps. Merci beaucoup. C'est ouvert. Je pense qu'on devrait aussi, s'il y a des questions sur Stitch, allez-y. Si vous voulez avoir des commentaires éditoriaux, allez-y. Dieu sait qu'on n'a pas la réponse définitive de ce côté-là. Merci. Merci, Serge.